Bonjour à toutes et à tous, je suis Enzo, reporter pour la Lussol Média. Nous sommes aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, à la limite entre la Gironde et la Dordogne, et nous allons aller à la rencontre de Kélian, un jeune agriculteur de 20 ans. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis jeune agriculteur, enfin pas encore installé. Je suis employé sur une autre exploitation parce qu'il n'y a pas de quoi me tirer un revenu sur la mienne, la familiale. Je travaille à mi-temps du coup et j'ai fait un bac pro CGEVV, conduite et gestion d'une exploitation vitivinicole. On va maintenant aller faire un tour de l'exploitation, vous montrer un peu les cultures, les diverses activités qu'on réalise. Donc l'exploitation se compose de 40 hectares de vignes, une dizaine de prés, une dizaine de céréales, et un cheptel de actuellement 10 mères, un bélier et 12 petits, enfin 12 agneaux. Donc on a acquis un jeune border collie pour faire tout ce qui est manipulation du troupeau, sur tout ce qui était transport d'une parcelle à l'autre, parce que du coup on bouge beaucoup, elle travaille sur environ un rayon de 4-5 km quoi. Elle pâture pour l'instant parce que le troupeau compte du coup 11 mères à l'année, et lui donc est venu en complément de moi pour guider les brebis. Ils sont quand même deux gérants sur l'exploitation, un ouvrier saisonnier et moi-même qui travaille à mi-temps le reste de la semaine quand je suis pas chez mon patron. Kélian, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à devenir agriculteur à 20 ans? C'est un rêve depuis tout petit. J'ai été, on va dire, comme Obélix, tombé dans la marmite quand j'étais petit. Parce que tout simplement, de voir le père faire, l'oncle, le grand-père et mon autre oncle travailler, j'étais tout le temps avec eux en fait. Tracteur, moi je crois que mon premier mot c'était tracteur avant un moment, je crois. Et après non, c'est une vocation, j'ai passé mes vacances à la ferme, mes week-ends, mes mercredis, et donc j'y ai pris goût quoi. Et puis maintenant je me vois pas faire autre chose d'ailleurs, puis ça reste une exploitation familiale, donc j'ai envie de reprendre les terres que mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père a travaillé quoi. Ça me tient à cœur. Et puis après c'est aussi le fait que ce métier-là, il varie tout le temps, toutes les années sont différentes, avec les aléas climatiques encore plus maintenant. Du coup, une autre des difficultés qu'on a dans le métier maintenant, c'est les aléas climatiques et le dérèglement climatique qui s'intensifie on va dire, et donc du coup on a de plus en plus de sécheresse, de périodes de fortes pluies, les maladies qui sont de plus en plus incontrôlables on va dire. Là il y a du blé de base, les rangs on les voit même pas, tout a pourri. C'est désastreux quoi. Voilà ça. Là je pense que là il y a un passage de semoir mais compliqué. Là je crois que je vais faire du riz je crois. Tu tentes la rizière? Est-ce que c'est de la passion ou c'est pour prendre la relève de la famille parce que tu es entre guillemets dans l'obligation? Ah non, il n'y a pas d'obligation. Même mon père là jusqu'à présent, vu que la conjoncture est très compliquée, je voudrais m'installer en tant qu'agriculteur. Et je ne peux pas parce que la conjoncture est trop compliquée, ça serait me mettre la corde autour du cou quoi, concrètement. Et donc mon père me défend, j'ai aucune obligation, c'est vraiment une passion, un mode de vie aussi parce que y en a, ils vont dire il fait beau, on va pour aller à la plage, mais nous c'est putain il fait beau, vite, il faut aller faire les foins, il faut aller moissonner, il faut aller je sais pas, semer, enfin on vit avec le réel maître, c'est le temps. Je vois que c'est bien isolé, non je rigole. Une des problématiques là cette année, cette fin d'année, c'est l'excès d'eau. On est impossible de pouvoir travailler les sols, et les semis ont été très compliqués et la Dordogne est montée en crue dans les terres et ça a fait du dégât. Là celle-là du coup je pense qu'on va pouvoir y semer dessus, j'en sais rien là tu vois, ça prend j'en sais rien. Ah, t'es content là, dans la merde. En fait c'est la météo maintenant est fait d'excès. C'est-à-dire que vu que c'est en plus nous dans notre métier c'est elle qui commande quelque part, on a des excès de chaleur. Après on peut passer aussi du tout au rien. Il y a quelques semaines on est passé on a chuté à -3, -4 et après on est revenu à 10, 13, 15 degrés. On a des écarts énormes. C'est pas bon pour la végétation. Et après c'est un excès quoi, c'est un coup trop d'eau, un coup trop de soleil. Là il y avait la Dordogne jusqu'ici à peu près, peut-être un peu plus loin.
Il y a encore une semaine, elle était au niveau du sol. Hein. Là, elle a vachement redescendu. Par contre, elle a amené du sable. Cette année, la maladie sur les vignes, c'était très compliqué. Mildiou et oïdium, enfin surtout mildiou, on a eu du mal. Quoi. On a perdu sur certaines parcelles les 3/4 de la récolte. Quoi. Donc, et là, les semis, on a tenté de semer, parce qu'on ne peut pas se permettre en agriculture, on ne peut pas cesser de permettre une terre à nu, parce que ça ne nous rapporte rien. Donc on a tenté quand même de mettre de semer l'avoine, le blé et de ça, sauf que la graine a pourri, quoi. Il y a trop d'eau, parce qu'il y a des terres, là ici la Dordogne est montée, mais dans d'autres terrains c'était juste l'excès d'eau, quoi. Les sols sont gorgés. De tête, c'est mon arrière-grand-père qui a acheté la propriété. Mon grand-père l'a réellement développée. Et après, bon, ben là, ça suit son cours. Je crois qu'autrefois, on était encore dans une agriculture nourricière, donc on produisait d'abord pour nous avant de produire pour les autres. Et donc du coup, il y avait des cochons, la basse-cour, l'intégrale, oies, canards, poules. Je crois qu'il n'y avait que 5 ou 10 hectares de vignes, peut-être 3 ou 4 hectares de tabac, parce qu'on était producteurs de tabac avant. C'est vrai qu'ici, dans la région. C'était une grosse région à tabac. On est dans un hangar à tabac. En fait, autrefois, il y a des fils en haut de la toiture et on pendait le tabac sur 2 étages, ce qui me permettait de faire sécher les feuilles. Et il y avait des trappes d'aération. Les trappes d'aération, on ouvrait tout le côté du bâtiment. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en gros tout pour que l'air circule et que le tabac puisse sécher. Et après, mon père est arrivé sur l'exploitation en 2000, lui. Ils ont arrêté le tabac parce que beaucoup trop de travail, dangereux pour la santé, hein, parce que manger des poussières de tabac, respirer de la poussière de tabac toute l'année, c'est compliqué. Le marché commençait à se casser la figure aussi, avec l'arrivée de l'Espagne, qui étaient des gros producteurs. Mon père s'est concentré sur la vigne parce que c'était le truc qu'il portait. Et puis il aimait ça, donc ils sont passés à 25 hectares de vignes. Ils ont réussi à en vivre jusqu'en 2015-16 et arrivé à 2015-2016, on a les agriculteurs autour partant à la retraite, on a repris les terres du coup qui nous touchaient. Donc on est monté à 30 puis 45 hectares, presque 46 hectares de vignes. Et puis maintenant on en est là où la vigne ça marche plus, quoi. Est-ce que tu penses qu'en 2023 ça vaut toujours le coup de se lancer dans la vigne? Actuellement on est en train de on a été manifesté l'année dernière à Bordeaux pour avoir des primes d'arrachage. Là on a eu des primes d'arrachage, je sais pas exactement les chiffres, mais nous par exemple sur l'exploitation du coup on arrache 4 hectares de vignes pour commencer sur cette année-là, pour réduire du coup cette surproduction et essayer de sortir la tête hors de l'eau pour cette production-là, parce qu'elle est très très coûteuse et elle demande beaucoup de temps. Donc en certification, on est Saturne doucement. On est en HVE 4 et en label Agriconfiance par le biais de la cave, parce que du coup toute notre culture, tous nos raisins et toute la culture de la vigne est fait à destination de faire du vin rouge et du vin rosé et du vin blanc. Mais tout est transformé à la cave. Nous, on est juste coopérateur, on produit le raisin et on le vend à la cave. Du coup, tous vos vins, ils sont vendus où 70% en grande distribution, un peu partout dans toute la France. Je crois qu'il y a, je sais pas exactement les chiffres, mais après export et une partie en vente directe. Il y a 3 magasins sur chaque site de la cave. Ok. Et vu qu'il y a énormément de concurrence dans la région, je sais pas si je peux parler de concurrence, mais oui, si tu peux. Ok. Est-ce que c'est compliqué au niveau du marché du vin? C'est pas la concurrence qui est compliquée, c'est les grandes distributions et tout ce qui est export et tout, et aussi tout ce qui est Union Européenne et compagnie qui nous bloque un peu tout ça, et la crise du Covid qui a accéléré la chose. C'est-à-dire qu'en fait déjà de base on est en surproduction sur l'appellation Bordeaux, parce que du coup nous on a l'appellation Bordeaux, sur le fait que du coup on a plus de surface que de demande, enfin on a plus de production que de demande, ce qui fait que le vin se vend plus, et secondo la crise économique qui a été engendrée par le Covid, et puis les gens boivent beaucoup moins, la consommation a quand même baissé depuis 30% ces dernières années, et les grandes distributions qui nous payent qui font des charges, on va dire, plutôt trop importante par rapport à ce que nous on est rémunéré. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la monoculture et des dégâts sur l'environnement. Est-ce que toi tu as pensé à te diversifier dans les cultures? Du coup, ouais, moi pour contrer ça, déjà de base, l'exploitation familiale du départ, on est en polyculture, on a toujours fait un peu de céréales, jusqu'en 2019 il y avait des vaches.
On a arrêté les vaches parce qu'on n'était plus aux normes au niveau du bâtiment et puis il ne restait plus que 3 bovins. Enfin, même avec 3 vaches, on trouvait le moyen d'être embêté. Donc on a arrêté. Et moi, j'ai voulu récemment reprendre du coup en plus de la céréale qu'on faisait déjà et les prés qu'on avait déjà. Je fais du foin qu'on vend à des particuliers. J'ai voulu reprendre du coup un troupeau de brebis, des brebis landaises. C'est des brebis du coup qui ont une forte rusticité, qui sont capables de vivre à l'année d'or, qui sont en voie de disparition et surtout ça nous fait du coup un petit revenu en plus sur le fait d'avoir une vente directe de viande qui se fait sur l'exploitation et des charges aussi sur le fait que ça soit une race très rustique, des charges qui sont très minimes parce que l'herbe elle pâture essentiellement de l'herbe sur pied, donc pas de frais de mécanisation, juste quand l'herbe est assez poussée, les brebis passent. Et je suis en pâturage tournant dynamique, donc en fait elle reste pas plus de 3 jours au même endroit pour éviter les problèmes de parasitisme et de fatiguer les prairies, éviter le phénomène de piétinement sur les prairies, enfin en gros préserver l'environnement et le sol. En bio, donc le marché du bio est plus du tout porteur déjà. On nous paye le bio au prix du conventionnel quand ça allait bien. Et surtout, tout le monde, il y a eu aussi un gros... le gouvernement nous pousse à aller vers entre guillemets une agriculture plus verte. Et aussi il y a eu ce phénomène de tendance où tout le monde a voulu y passer parce que ça a rapporté quoi, tout simplement. Et nous par contre on a voulu y aller par conviction. Parce qu'on était déjà raisonné plus quoi, que ça nous paraissait, le passage nous paraissait correct, enfin justifiable quoi. Sauf qu'on s'est rendu compte que on s'y retrouvait pas financièrement sur les coûts de production, parce qu'en bio les coûts de production sont doublés voire même triplés. Sur les traitements on est obligé de passer plus de fois, parce qu'on a des produits qui tiennent moins les pluies, qui ont une rémanence plus courte quoi, tout simplement. Et aussi au niveau du travail du sol, entretien de l'enherbement, c'était davantage coûteux. Et c'est aussi beaucoup de contraintes. On s'y retrouvait plus financièrement quoi. On avait un coût de production beaucoup trop élevé par rapport au prix du vin, au prix qu'on nous paye quoi. Là on voit l'état de la terre en hiver. En été, ça ressemble à quoi? Ici, normalement, il y a déjà une culture qui a poussé normalement. Et après, ici, on est des sables. Enfin, sur l'exploitation, en gros, on a beaucoup de sable. Donc, ça nous permet quand même d'avoir des terres qui se réussissent très vite. Mais par contre, du coup, en été, très séchante, quoi. Donc, ça tient pas l'eau. Si on veut faire du maïs ici, il faut absolument irriguer. On peut pas faire autrement, quoi. Est-ce que vous avez le droit de pomper l'eau de la Dordogne ou pas? On a le droit, mais il faut payer un droit de pompage et acheter un compteur pour payer le nombre de litres là c'est même de mètres cubes qu'on pompe à l'année. Okay. Chaque journée se ressemble pas, elles sont toutes différentes. Et après on travaille du vivant. Moi ce que j'adore c'est me lever le matin. Déjà aussi là le bureau, on n'est pas assis devant un ordi dans un bureau quoi. Moi je change, certes il va pleuvoir, il va faire soleil, il va faire ci, mais c'est quand même beau de voir le vivant évoluer. Ce métier là on est sans arrêt en train de s'adapter. Et donc du coup pour contrer ça, on essaye, là nous on a fait une plantation du coup donc, le cépage Harine Arnois qui est censé résister à la sécheresse et c'est un cépage qui vient du coup c'est un cépage portugais. Qui est autorisé en tant qu'expérimentation dans l'appellation Bordeaux, parce que du coup traditionnellement nous en Bordeaux on a le droit au Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Sémillon. Et donc là ils ont fait rentrer en expérimentation ce cépage là et donc nous on l'essaye. Et donc pour l'instant c'est à peu près concluant parce que franchement vu le arrosé que sur la première année et là sur la deuxième année il y a déjà une belle récolte. Enfin il y avait déjà, on la récolte pas la deuxième année, la vigne est productive qu'à partir de 3 ans. On a quand même déjà des beaux bois pour former des beaux pieds quoi. Mon avenir l'avenir que je vois c'est diminuer les vignes parce que beaucoup de travail, et c'est un truc qui porte plus. Pour l'instant ça reviendra, l'agriculture c'est toujours comme ça, il y a des hauts et des bas. Donc j'espère que ça reviendra, mais réduire vachement la vigne. En gros là le mot c'est diversifier quoi.
Diversifier, c'est je vais augmenter mon cheptel à 50-60 brebis pour faire un petit atelier au vin. Et après, c'est peut-être développer un peu, reprendre un peu des vaches parce que la vache c'était le truc qui me faisait bien kiffer. Là, en race limousine et continuer à développer un peu le côté céréales. Donc en gros, faire 4 activités, mais un peu de tout quoi. Pas mettre les œufs dans le même panier parce que toutes les exploitations se sont diversifiées sur à peu près un truc et juste compter que sur la vigne, et le jour où la vigne se casse la gueule, on est comme des couillons. En gros, pour expliquer, donc le couvert végétal, c'est un mélange de plusieurs variétés, plusieurs espèces de plantes. Elles ont toutes un rôle. Le rôle principal, c'est de faire de l'engrais vert pour avoir de l'humus, de la matière organique pour apporter de l'engrais, quoi. Enfin, c'est l'engrais vert. Après, en gros, la févrole, c'est une légumineuse avec le pois, pareil. Ils sont capables de capter l'azote dans l'air et le restituer au sol pour la culture d'après. Le triticale et le colza fourragé qui en a pas, si là. Il n'a pas trop bien réussi. Là, avec leurs racines, ils vont permettre de pouvoir améliorer la structure du sol et faire de l'engrais vert, quoi. Et en gros, on couvre le sol entre 2 cultures. Donc dans mon jardin, moi je le fais sur la période hivernale pour protéger le sol des intempéries et pour pouvoir amener un peu plus d'éléments de fertilité pour la campagne suivante. Et donc ça c'est mon jardin, une partie, après en gros il y a 600 mètres carrés de jardin avec ça et une autre partie là-bas. C'est juste pour mon autoconsommation et pour le plaisir, il y en a qui jouent aux jeux vidéo, moi je fais du jardin. C'est ça hein. Donc les différentes étapes, la vigne, on va commencer par le mois de janvier, enfin tout ce qui est la période, on va partir du mois de janvier, c'est la taille, tirage de bois. Ensuite on va passer sur le mois de février, on va passer sur l'entretien du palissage, donc tout ce qui est changer les piquets cassés, remettre des pointes où il n'y a plus de pointes, retendre les fils, réparer les fils cassés. Après on va venir avec l'attachage. L'attachage en fait c'est normalement quand on taille, du coup on garde une baguette, nous on appelle ça la baguette à fruits, c'est le bois qui va faire les fruits de l'année. On va venir la plier sur les 2 fils porteurs du bas. Après mars, donc on vient travailler la butte. Le dessous du rang et tondre entre les rangs. Et ça, l'intercept, c'est un outil qu'on utilise en bio, en travail du sol mécanique. Donc en fait, la lame, quand elle est en travail, s'il n'y avait pas ce bout de bois, ça irait mieux. Quand elle passe entre les pieds de vigne, elle s'ouvre, et puis à chaque pied de vigne, avec ce tâteur, pof, ça se décale et ça échappe. Et ainsi de suite à chaque pied de vigne. Et ça nous permet d'arracher l'herbe sous les rangs. Nous, on fait de la tonte raisonnée, donc on fait que 2 passages de broyeur dans l'année. Voilà. Ensuite vient le premier pamprage. Alors le premier pamprage, c'est on vient enlever les gourmands qui poussent comme sur les tomates. Les gourmands qui poussent là à la base, qui vont venir prendre de l'énergie et nous on n'en a pas besoin. Et puis ça ferait aussi des touffes en bas des pieds, ça ferait la maladie, le mildiou grimperait beaucoup plus vite dans le pied. Et aussi on fait un épamprage en tête, on va venir supprimer, donc là cette parcelle n'a pas été faite, mais on va venir tout supprimer, ce qui ne nous servira pas à la taille pour l'année d'après. Donc ça par exemple, et c'est tout. Ensuite vient le premier, donc nous on appelle ça le prélevage, donc on a tout palissage est constitué d'un fil du bas, un fil d'arcure, une paire de leveuses et un fil du haut. Sur l'exploitation. Et donc nous, arrivé au printemps, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a baissé les fils, on les a mis en bas, et après quand la végétation pousse, on vient avec le fil faire un prélevage, donc on vient le lever une première fois pour caler et tenir le feuillage et pour l'aérer, que de façon à ce que ça pousse droit et que ça soit bien tenu, que ça tienne les intempéries, que le produit quand on traite puisse passer bien à travers et que les raisins soient bien aérés. Et après on vient passer une deuxième fois, on appelle ça le levage, et là on ferme carrément avec des crochets en plastique, et là bien sûr il n'y en a pas. Mais bon, avec des crochets en plastique au niveau des piquets, ou alors piquets fer avec des encoches. Après moi une fois à cette période-là, sur tout ce créneau-là, à partir du moment du départ de la végétation, on traite tous les 7 jours à peu près suivant la pression maladie. Il faut savoir que du coup, vu que nous on est en raisonné et qu'on était en bio,
enfin on était en conversion bio jusqu'à présent, faut toujours traiter en préventif. Donc, et on part du principe que tous les 25 mm, notre produit, on part du principe, puis c'est réel, il faut savoir que tous les 25 mm, le produit sur les feuilles part, quoi, est lessivé. Donc il faut qu'on repasse pour reprotéger. Mais moi, entre-temps, du coup, une fois que le relevage est fini, je viens à ce qui s'appelle rogner et cimer. Donc en fait, je passe avec une machine avec des couteaux et on vient tout couper, on vient tailler comment je peux dire, simplement, en gros, couper comme si on taillait une haie, couper en carré bien propre pour éviter que les branches retombent, que l'aération puisse toujours se faire dans le feuillage. Une fois ceci terminé, on arrive à peu près au mois de juillet. Moi, entre-temps, j'ai eu tout ce qui était travaux ailleurs sur les différentes cultures, la tonte des brebis, le foin, la moisson. Mois d'août, on est tranquille. On attend la récolte, on commence à faire des contrôles de maturité, et après vient les vendanges, on récolte le raisin. Enfin, tout le long aussi de l'année, moi je fais un deuxième passage de tondeuse et on continue à travailler, on travaille aussi un rang sur deux. On passe un coup on travaille le sol, on tue l'herbe un rang sur deux pour éviter la concurrence, et sous les rangs aussi une nouvelle fois. On entretient tout le long de la période de végétation. Après, une fois les vendanges finies, nous ce qu'on vient faire, c'est on vient semer un couvert végétal. Bon là les brebis l'ont pâturé, mais c'est un mélange d'avoine, de triticale, de pois fourragers et de fèves-rolles pour apporter un engrais vert sur la vigne. Et on vient retravailler les sols un rang sur deux, décompacter si l'année a été pluvieuse et qu'on a dû passer plusieurs fois avec les tracteurs pour s'assurer un bon fonctionnement du sol. Et suivant le sol, faire un apport d'engrais pour l'année suivante. Là, fais ta star là. Il sent la couleuvre qui se planque dans mon tas. Est-ce que c'est pas trop compliqué de vivre ta vie entre guillemets de jeune en ayant ce travail vraiment très prenant au quotidien? Oui et non, ça dépend des périodes. Les périodes, nous, comme on a sur le gros boom de la vigne et le foin, moi je sais que la période, tout ce qui est mai, juin, juillet, c'est très tendu parce que on a les moissons, il y a les foins. Au niveau de la vigne, il y a la grosse période de relevage, les traitements, entretien du sol, entretien de la végétation, les traitements qui nous prennent beaucoup de temps. Mais après, les autres périodes, mois d'août, on est en temps mort, on attend la récolte, on surveille, on fait les derniers traitements, les derniers rognages, et puis on est tranquille. Donc là, je peux me permettre, je me prends quelques jours généralement pour souffler, on fait la bringue entre potes. Mais après, pareil, après la période des semis, c'est compliqué. Les vendanges, très très compliqué. Moi je me lève, les vendanges généralement c'est 2h du matin, 23h, 22h. Par contre le reste du temps, quand on est sur la taille, à 17h il fait nuit, on arrête. Mais ouais, là après je fais la fête, là nouvel an, aïe. Quelque chose. Et ça boit quoi? Ça boit du vin rouge ouais, voilà. Nous, il faut boire non, parce que généralement, chaque viticulteur, il aime bien boire son vin, mais il en a très vite. Enfin, on en a marre de boire toujours le même. Non, j'aime bien découvrir par contre. Ah, ça s'en met de bonne. C'est ça. Et c'est important parce que dans ce métier, on est très souvent sous pression. On est sous pression, la conjoncture n'est pas facile, et puis quelque part on vit agriculture, on dort agriculture, on pense agriculture, généralement on se lève le matin, j'ai ça à faire, et puis le soir il faut qu'on rentre, ça soit fait, quoi. Est-ce que des fois tu arrives à te prendre des vacances et à partir souffler quelques jours ailleurs que ici? Alors moi avec l'élevage maintenant c'est compliqué parce que il y a toujours besoin d'avoir, faut au moins que je passe une fois par jour au troupeau, parce que c'est des brebis allaitantes, donc elles sont en plus ce sont pâturage d'or, donc j'ai pas gros de travail. Par contre, ça m'arrive, surtout là j'ai pris une semaine de vacances et en fait je suis entre guillemets mon propre patron chez moi, donc quand mes potes me proposent des choses, si je peux, j'y fonce, quoi. Donc ça m'est arrivé de partir 3 jours à Arcachon, mais c'est jamais très très long, quoi. On peut pas se permettre.